Vous êtes nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce magazine spécial. Nous allons aborder deux questions tout à fait qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a eu la session de septembre qui vient justement de rentrer. Comment cette session avec deux questions qui seront abordées parce que dites déjà une session budgétaire. Nous allons un peu parler de ces lois de réforme électorale avec de propositions de députés nationaux qui font tellement la ligne de l'actualité. Je serai sur ce plateau avec un invité de détail. Il s'agit de Alphonse Guy-Kessangi, député national et ex-gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Bonsoir. Bonsoir, Félix. Je pense que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Alors, il y a eu la rentrée de la session septembre, dite session budgétaire, avec ces discours de Janine Mabunda, qui est votre président de l'Assemblée nationale. Comment vous avez analysé en premier temps le discours de la speaker de la Chambre basse du Parlement? Un discours de taille, dans la mesure où la présidente de l'Assemblée, de notre Chambre, a rappelé à toutes les institutions de la RDC qu'il n'y a pas une institution au-dessus d'autres institutions, que chacun doit respecter les prérogatives lui révolues. Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, cours et tribunaux, etc. Donc, chaque chose doit fonctionner selon ses prérogatives, selon les lois du pays. Et donc, vous l'avez rappelé, c'est une session essentiellement budgétaire, mais au-delà d'être budgétaire, nous devons légiférer, c'est notre rôle fondamental. On n'exclut pas aussi le contrôle parlementaire. Et donc, tout cela fait partie des matières à traiter. C'est quand même souligné, la présidente, que cette session, il y en aura trop de contrôle parlementaire. Ça signifie que vous allez à avoir beaucoup de rapports de certains ministres ou bien des entreprises qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Absolument. Nous assistons aujourd'hui, alors que hier, c'était de dénonciation, on disait non, sans preuve. Mais aujourd'hui, c'est preuve à l'appui qu'on nous parle de détournement de millions et de millions de dollars en cascade. Et toutes ces choses, c'est ridicule parce que ça vient de la part de ceux-là qui hier faisaient ces dénonciations. On croyait que... bon, mais aujourd'hui nous vivons ce rythme de détournement en cascade d'une manière régulière et sans frein. Donc voilà, ces informations sont à la disposition des députés nationaux qui les transmettent au bureau de l'Assemblée, quitte au bureau de pouvoir organiser les différentes interpellations, etc. Alors, au sein de la Chambre basse du Parlement, vous êtes en coalition avec le CACH. Est-ce que entre vous, le député de Descamps, il y a une très bonne collaboration en ce qui concerne peut-être avant d'initier une certaine loi ou bien avant de parler une question qui peut-être toucherait à la coalition? Bien, bon, la coalition implique la collaboration. Donc il y a un cadre de collaboration, cadre de concertation. Donc l'équipe là qui COSAC, donc c'est cette équipe qui fait que bon, les responsables se parlent, se réunissent, etc. Mais les intérêts de chaque famille politique doivent être préservés. Nous sommes en politique. La coalition n'exclut pas les intérêts de chaque famille politique. Donc de ce côté-là, on ne peut pas, pour nos intérêts, eh ben, je crois qu'ils ne peuvent pas être vus de la même manière. Nous n'avons pas une même vision politique. Vous savez que c'est une coalition, je dirais, contre nature, parce que nous n'avons pas les mêmes. Hier, c'était l'opposition. Et nous étions au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons décidé de coaliser. Bon, coaliser, cela voudrait dire, c'est parce que, c'est pas le fait, c'est une situation de fait, nous imposée par le peuple. Donc le peuple a élu un président de la République du camp de l'opposition et il nous a donné cette majorité parlementaire
Voilà ce qui nous réunit. Mais nous avons une vision politique plus ou moins différente. Mais nous avons un même programme unifié, c'est-à-dire la vision du président de la République et la vision du Premier ministre. Donc nous avons les deux familles politiques qui ont mis ensemble un même programme pour gérer le pays. Alors, là, ça nous unit. Alphonse Kwesonji, vous parlez du peuple, cette coalition, le peuple a obligé que vous puissiez partir dans cette coalition, mais en remarquant, nous constatons que la population n'arrive pas à bénéficier de cette coalition. Entre vous, le politique, il n'y a que de querelles, chaque temps, chaque moment. Bien, c'est ce que nous déplorons. Vous savez que nous, on a l'expérience des 18 ans pour avoir géré ce pays. Il y a eu pendant les 18 ans différentes coalitions. Joseph Kabila a fait une coalition avec le Palou, Antoine Gizengue, avec Zanga Mobutu, etc. Ça a marché dans l'intérêt de la population. Et pourquoi ça ne marche pas? Joseph Kabila a fait le 1+4. Donc il y a eu un président plus 4 vice-présidents dans l'intérêt de la paix, de l'unité du pays, de la cohésion nationale. Ça a fonctionné normalement. Mais quand vous voyez parfois les gens qui viennent au pouvoir, mais qui continuent à se comporter comme dans l'opposition, c'est ce que nous déplorons, c'est ce comportement-là. Quand on est au pouvoir, on a un certain comportement différent de celui de l'opposition. Il faut dire la vérité à la population. On ne peut pas continuer à faire l'opposition pendant qu'on est au pouvoir. Ce n'est pas compte tenu de vos comportements au sein du FCC qu'ils arrivent à agir de cette manière. Il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses faites à l'époque. On a promis ciel et terre. On a promis, par exemple, le budget de 80 milliards. Mais quand on arrive au pouvoir, on arrive à atteindre même les 11 milliards. Cela voudrait dire que ce que le peuple attend n'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez promis qu'il y aurait ici changement en un instant, en un clin d'œil, sans tenir compte des impératifs du pouvoir, sans tenir compte des réalités de la gestion du pouvoir. Quand vous arrivez à la réalité, il faut également dire à la même population que, mes chers amis, je voyais ces choses-là de loin. Maintenant, arrivé au pouvoir, Mouzé a eu le courage de dire au peuple congolais, quand il est arrivé à Kinshasa, ah oui. Peuple congolais, il faut que vous appreniez à vous prendre en charge. L'autoprise en charge. Il dit, les Congolais doivent apprendre à se prendre en charge. Vous voyez, un président américain, président Kennedy, Jeff Kennedy, disait aux Américains que ne me demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, ce que l'Amérique fait pour vous. Mais moi, je vous demande à vous, Américains, ce que vous faites pour l'Amérique. Que faites-vous pour l'Amérique? C'est votre pays, c'est vous qui avez le devoir vis-à-vis de votre nation. C'est ainsi que les Américains, ils parlent toujours, ils ont un langage business, my business, mon business, mon business. Chacun essaie de faire quelque chose pour sa nation. Chacun essaie de se prendre en charge. Donc, pas cet état-là providentiel, providence qu'on nous a prêché. Un État qui doit tout faire, qui doit vous amener à manger, vous donner à manger à la maison, qui doit, même si vous ne produisez pas. Alors, à qui est le problème? C'est à l'homme politique congolais qui a initié cette idée dans les Congolais, ou peut-être il faut attendre que la politique puisse toujours faire tout, Alphonse Kwesonji? Vous savez qu'à un moment, vers les années 90, 92, comme ça, ou 95, il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a eu un ministre d'État sénégalais qui était venu pour nous aider ici, pour aider la classe politique congolaise à sortir de la mésentente qui s'éternisait. On venait de passer le pillage et autres. Donc Abdoulaye Wade est arrivé. Monsieur Wade, à l'époque, il était opposant sénégalais. Mais il avait accepté de travailler dans le gouvernement comme ministre d'État, tout en gardant
son statut d'opposant. Ah oui. Vous voyez? Et c'est une classe politique mature, pas médiocre. Et quand il est venu ici pour nous partager cette expérience, on l'a traité de corrompu, on a traité de ceci, tu es corrompu, tu es ceci, cela. Et lui a dit que la classe politique congolaise n'est pas mature, c'est une classe médiocre. Alors comment vous voyez l'avenir de la coalition? Parce que on assiste toujours à deux mots de gauche à droite. Est-ce que la population devrait-elle espérer dans cette coalition? La population doit espérer, mais moi, j'en appelle à la prise de conscience de nos amis qui ont gagné la présidence de la République, de dire d'abord la vérité à leurs propres militants. Quelle vérité que Ils vous sont voulez? Quelle vérité, debout, Alphonse les militants sont debout. Allez à la permanence, c'est quelque part là. Du matin au soir, ils ne travaillent pas. Alors quelle vérité que vous voulez qu'ils puissent dire Et à ces qu'ils militants? disent à la population, tant que vous serez à la permanence du matin au soir, le gouvernement n'aura pas le moyen de sa politique. C'est le peuple qui doit produire pour donner. Qui donne le moyen de la politique au gouvernement? C'est le peuple. C'est le peuple. Mais si le peuple ne travaille pas, si vous êtes là le matin au soir à donner des discours mensongers, chaque jour là quand vous allez là-bas, ce sont des choses qu'on fabrique. Par exemple, on a apporté les habits des femmes, ils voulaient traverser pour aller à Brazzaville, aller en exil. Des trucs comme c'est chaque jour, à la longueur des jours. Les gens sont pris en otage là-bas, avec des discours. Ils veulent écouter ça. Et là-bas, leurs militants sont prêts à écouter des discours mensongers comme ça chaque jour. Mais quand on ne va pas recadrer ces choses-là, on va chercher les boucs émissaires. On dira que si ça ne marche pas, si vous n'avez pas de l'emploi, c'est parce que le FCC nous combat. Mais le FCC va combattre, pourquoi? Parce que le FCC est majoritaire, le FCC dirige le gouvernement. Donc, il faut dire que nous devons créer, tout le monde doit se mettre au travail. Comme le président Kennedy avait dit, vous me demanderez le travail est où? Mais il faut être créatif. Le Congo ici, les étrangers qui viennent ici, main vide, ils en sortent millionnaires. On commence à les appeler patrons. Les patrons. Pourquoi? Parce qu'il y a la manne qui coule, qui circule. Donc, moi je vais vous donner un exemple. Il y a eu quelqu'un qui avait fini ses études universitaires, mais qui n'arrivait pas à avoir de l'emploi. Il est venu me voir. À ce moment-là, bon, opérateur économique, je le suis, je continue à l'être. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande un petit moyen pour faire les champs maraîchers. Les champs maraîchers. Et je lui donne, à l'époque, 200 $. Et il va avec ces 200 $, il commence à faire ses champs là-bas. Il fait des bitektekou, il fait les choux. À la mouille là-bas, chez nous à Mboujimai. Au bout de quelques temps, je vous assure que le monsieur qui avait fini ses études pouvait arriver à compter 20 000 $. Et il continue. Et chaque matin, les gens accourent vers ces champs là-bas pour avoir les bitektekou qu'ils vendent aussitôt. Quelque temps. Ils vendent le matin, les mamans sont là à 5 h du matin pour chercher les légumes. Les légumes. Et ça coule. C'est comme des pains, ça coule. Vous voyez qu'il a été créatif. Il a créé quelque chose. Quand vous terminez les études universitaires, on vous dit quoi? Soyez plutôt les créateurs d'emplois. N'allez pas quémander. Demander l'emploi. Créez de l'emploi. Vous avez la matière, vous avez l'intelligence. À partir de l'intelligence que vous avez, créez. Voilà la situation que nous avons au pays. Nous avons les gens qui sont au pouvoir, mais qui continuent à se considérer comme dans l'opposition. Ils continuent à tromper le peuple. Or, on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Pendant un temps, vous pouvez tromper, mais tout le temps, non. Oh, FCC, ceci, FCC, cela, FCC. Mais à Mboujimai, là-bas, chez nous, au Kasaï oriental, où le gouvernement de la province du Kasaï oriental est totalement UDPS. Qu'est-ce qui s'est fait? Par rapport à d'autres provinces qui sont en train de se développer. Oui, qui sont en train de sentir ça marche. Alors il faut dire, c'est un problème de dire la vérité à la population. Ça va se régler.
Tout va se régler. Alors tout va se régler, nous allons au moins passer à toutes ces réformes électorales. Vous avez fait, Alphonse Guy Kassongi, la une de 2 semaines en République démocratique du Congo avec votre préférence à aller aux élections présidentielles, au suffrage universel indirect. Pourquoi le dire en ces moments, Alphonse Guy Kassongi? Vous savez que nous sommes, je vais vous donner, je pars par un exemple. Ah oui, allons-y. Vous quittez la Zambie, vous entrez en RDC, vous roulez sur la route nationale, vous quittez Durban. Vous allez quitter Durban, vous allez à Zimbabwe, Zambie, en passant par, vous passez par la Namibie, vous arrivez, vous entrez en RDC. Les domaines de mauvaises routes, c'est en RDC. Même les routes sont inexistantes. Mais alors que là-bas, vous roulez sur une route asphaltée. Vous arrivez chez nous, mauvaise route. Mais ça date aussi de longtemps, vous n'allez pas dire ce pour voilà, aujourd'hui, Alphonse Guy. voilà, je vais vous dire. Pour asphalter une route, nous avons besoin d'1 million de dollars par kilomètre. Cela voudrait dire que si nous voulons avoir un réseau routier de 2000 km, nous allons dépenser 2 milliards de dollars. Mais ces 2 milliards de dollars, on les injecte dans les élections. Les élections qui finissent par être contestées. Qui finissent par être source de tensions, source de guerre même. Il y a eu la guerre à Kinshasa à cause des élections. Les élections pour lesquelles l'État congolais a dépensé, je ne sais pas si c'était 500 ou 700 millions de dollars. Or, ces 700 millions de dollars, on aurait eu 700 km. Pourquoi vous n'avez pas préféré quand vous étiez au pouvoir? Mais maintenant, j'étais au pouvoir, j'étais élu gouverneur de province. J'ai dirigé pendant 12 ans. Maintenant, je ne suis plus gouverneur. J'ai fait un choix pour être... D'abord, j'étais élu sénateur, député national. Maintenant, c'est mon rôle de légiférer. Je dois réfléchir sur les propositions de l'autre qui favorisent le bien-être de la population. Beaucoup penseraient que derrière ça, vous êtes envoyé par votre famille politique de tester qu'est-ce que la population va réagir. Hein. En vous suivant, c'est comme si vous-même vous portez cette pensée de la présidentielle au second degré. Je vous dis, ce sont les allégations mensongères. Moi, je suis d'abord assistant à la faculté de droit de l'université officielle de Mbujimaï. Donc, je suis avocat, je suis juriste de formation. Ok? Je pratique le droit. Le droit. Au-delà de ça, j'ai fait un choix, je suis député national, donc je dois légiférer. Je suis dans le domaine de la loi. Alors, la matière sous examen, c'est une matière de loi. Donc, j'ai réfléchi, c'est un dossier scientifique. Donc, scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le bien-être de la population? Parce que mon rôle aussi en tant que député, c'est que mon peuple vive bien, mes électeurs soient à l'aise, qu'ils aient du travail, qu'ils soient payés confortablement. Et comment y parvenir? J'ai dit, mais on dilapide autant d'argent pour l'organisation des élections, mais qui ont toujours fini par être contestés et source de violence, source de guerre. Pourquoi cette Alors question, nous continuons comme ça? Pourquoi cette question? Vous êtes parti directement vers la présidence au moment où nous avons eu des élections de sénateurs, de gouverneurs qui étaient tout à fait contestés. Vous avez même vu en 2019 comment ça bardait partout en République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi aller dans le même sens? Ça bardait parce que nous avons eu une classe dirigeante du pays qui a versé dans les allégations que je peux dire mensongères. Difficile à démontrer. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a dit non, les élections sont entachées de corruption, tout ça. Mais pénalement, il est difficile de démontrer cette corruption-là. Vous me posez la question pourquoi j'ai commencé par les présidentielles, par la présidence, les élections présidentielles. Oui, ce sont ces élections-là qui sont source de tension. Parce que vous me direz, l'organisation des élections des gouverneurs, il n'y a pas eu de problème. Hein? Depuis 2006. 2006, 2011, 2018. Donc dans chaque... Avec les sénateurs. Outre le fait que les assemblées provinciales s'assument, elles exagèrent quelquefois, hein, parce que dans tout ça, il y a un problème d'argent, etc. Mais il n'y a pas de problème.
pour l'élection des gouverneurs. Ça passe, c'est stable. Il n'y a pas de guerre parce qu'on a élu un gouverneur. Il ne pouvait pas y avoir de problème parce qu'on a élu des sénateurs. Mais quand il y a eu un parti politique qui avait trop de prétentions, qui avait perdu aux législatives, n'avait pas beaucoup de députés, se croyait toujours, comme toujours, on a vu ici lors des marches, non, la rue, c'est comme s'ils avaient le monopole de la rue. Mais au moment où on est allé dans la rue, on a trouvé que ces partis-là qui tout le temps parlaient de la rue n'étaient même pas majorité dans la rue. Donc minoritaire dans la rue, minoritaire au Parlement et au Sénat, aux élections des sénateurs. Oh, pourquoi il y a eu corruption, corruption, corruption? Quelle corruption? Il faut démontrer pénalement cette corruption-là. Il n'y avait pas. Parce qu'aux élections législatives, pour être élu sénateur, on donne vous donnez à son électeur un polo. Vous avez corrompu? C'est pas pour ils ont eu combien de polos, les électeurs? Plusieurs polos de plusieurs candidats. Donc, c'est un moyen de communiquer. Son numéro, un moyen de communiquer, etc. Donc, vous n'allez pas considérer corruption ce qui ne l'est pas. Mais alors, au-delà de ça, quand vous parlez de la corruption, nous mettons en place les agences de lutte contre la corruption. À l'Assemblée nationale, on venait de voter, d'adopter une loi, une proposition de loi, pour mettre en place une agence de lutte contre la corruption. On a dénoncé tout ça et on met en place les mécanismes pour indiquer ça. Croyons en nous-mêmes et aux réformes que nous entreprenons. Donc, si on a déjà cette agence de lutte contre la corruption, au niveau de la présidence, c'est la même chose. Il a créé par ordonnance une agence de lutte contre la corruption, même si c'est une matière qui devait être une matière de loi. Bon, c'est là, on n'en disconvient pas, c'est qu'il est animé de la bonne volonté de pouvoir indiquer la corruption. Alors, si on a ces mécanismes qui sont mis en place, croyons en ça. Et nous avons l'avantage de faire des économies pour privilégier l'intérêt de notre peuple. Et c'est même aussi légal parce qu'on trompe la population. Mais il y a deux machines à voter qui sont là. Et je pense qu'avec les élections prochaines, il n'y aura pas trop de dépenses. Oh, les machines à voter sont là. Mais vous savez ce qui s'est passé en 2018 ici? Ce qu'il y a eu. Pendant qu'on nous disait qu'on faisait la compilation des résultats dans les bureaux de vote, 3 jours après, M. Nang a publié les résultats ici. Comment est-ce que les résultats sont transmis? Étaient transmis. Il dit, on a envoyé ça par clé USB. Alors que la loi interdit les élections électroniques. On a utilisé l'électronique. Ça ne va pas être comme ça. Il y a des choses à revoir. Vous voyez? Même au niveau de la CENI, il y a un mystère autour de l'élection présidentielle. C'est comme si c'est le président de la CENI et sa plénière qui nous disent, bon, c'est elle qui doit être président, c'est ceci. Doit-on continuer comme ça? C'est pourquoi le peuple qui est élu, vous êtes là, vous avez voté pour un tel candidat, il n'est pas publié. Peut-être qu'il n'est pas élu sur l'ensemble de la RDC. Au Kasaï, vous avez donné vos voix à tel. Vous vous attendez à être élu, à ce qu'il soit proclamé. Il n'est pas proclamé. Mais c'est parce que vous, au Kasaï, vous croyez que vous l'avez élu? Que sur l'ensemble de la République, vous l'avez élu? Non. Pour permettre cette transparence et mettre en confiance toute la population, il faut aller au second degré. Il faut aller au second degré. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui élit? C'est le peuple lui-même. Lisez la Constitution en son article 5, alinéa 1. Dans la Constitution, cet alinéa, cet article 5, parle de la souveraineté du peuple. L'article 5, souveraineté. Ce qui est contraire aujourd'hui. La souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, le peuple s'exprime au moyen du référendum. Il s'exprime au moyen des élections. C'est le peuple. Et l'alinéa 1 de l'article 5 dit que le peuple élu s'exprime directement ou indirectement à travers les élus. C'est toujours le peuple. Parce que j'ai entendu les gens dire non, ce que Ngoï propose, il veut priver au peuple ses moyens, ses prérogatives, tout ça, ses droits. Non. La Constitution dit
qu'à travers les élus, c'est toujours le peuple. Mais beaucoup se posent la question parce que vous proposez l'élection présidentielle au second degré au moment où il y a vos collègues, députés, les 12 hommes politiques, qui sont en train de faire des démarches pour qu'on puisse revenir au détour qu'on a toujours manqué en République. Les politiciens en guise de positionnement politique. Pourquoi vous les appelez en guise ils sont déjà des élus, de députés nationaux. Pourquoi ils vont encore chercher ils sont des élus, mais ils cherchent à se positionner. De quelle manière? De quelle manière? Allons-y. Pour la plupart, ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Comment se retrouver au pouvoir? Quand on va aller au détour, le président qui va dégager une majorité simple, qui va aller au deuxième tour, va faire des alliances. Mais ça ne va pas nous amener au trouble. Nous devons avoir un président qui est mieux élu par ses citoyens. Parce qu'aujourd'hui, un président élu avec 32%, 31%, ça ne reflète pas la fierté d'un peuple. Dites-moi, mais c'est du vécu. Ce qu'on veut nous dire, ça a été vécu en RDC en 2006. On a eu un président élu au deuxième tour. Qui, dans votre tour, vous avez eu cette volonté-là d'enlever le deuxième tour, peut-être pour vous faire plaisir. Parlons de deux tours. Allons-y. Est-ce que ça a favorisé la légitimité? Dis-moi. Parce qu'en 2006, on a eu la guerre ici à Kinshasa. Nos compatriotes sont décédés. Des suites de contestations. Est-ce qu'il y a eu cette légitimité-là? Non. C'est un discours de positionnement politique. Les gens cherchent à faire des alliances. Les politiciens sont drôles. Ils trompent le peuple. Ils manipulent le peuple dans tous les sens. Alors que c'est-à-dire, vous tous, vous êtes le même. Intérêts. Non, il y a les politiciens qui ont un discours de manipulation. C'est connu. Vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de gagner l'élection. Vous n'êtes pas en mesure d'aller devant. Vous dites non, il faut que j'ai deux possibilités, deux alternatives. Au cas où je ne gagnais pas cette élection, que je sois en mesure d'aller en alliance, de faire une alliance et de me retrouver toujours au pouvoir. Voilà ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Tous les cris qu'il y a. Mais logiquement, ma proposition va régler le problème de légitimité, va régler le problème de transparence. Parce que le président de la République sera élu d'une manière beaucoup plus légitime, plus transparente qu'il l'a jamais été. Vous l'avez déjà déposé? Comment? À la télévision, Amen TV, tout le monde sera là à regarder comment on est en train de lire son président, solennellement. Et quand les députés, pas les députés actuels, parce que les gens trompent le peuple, oh c'est les FCC, qui c'est qui aura la majorité en 2023? Parce qu'il faut travailler, il faut y travailler dès maintenant pour avoir plus d'élus en 2023. Mais vous y travaillez déjà deux fois. Les autres vous accusent d'y travailler déjà dans une mauvaise façon, d'initier des choses, de lois, de propositions, des choses au sein de l'hémicycle qui ne sont pas deux fois normales. Nous, les propositions de loi, c'est au bénéfice de la population. Moi, je vois le bien-être de la population. Mais cette population qui descend encore dans la rue pour contester. On a vu avec Sakata Minakou, on a vu avec le dossier de la CENI, avec Malonda. Mais bon, quelle population vous dites? Une frange de la population tiotée, manipulée, qui ne comprend absolument rien. Quand on lui dit, ces gens-là, vous n'avez pas d'emploi parce que ces gens-là veulent s'éterniser au pouvoir, vous resterez toujours chômeur, et tout ça. Ils proposent cette loi-là pour nous empêcher à leur régler les comptes. Parce qu'il y a une différence entre justice et vengeance. Je suivais le président Kagame dire, établir cette différence-là. Il dit qu'il y a une nette différence entre justice et vengeance. Justice, ça aide à réguler la société. Quand il y a une bonne justice. Mais quand il y a une vengeance, vous allez trouver quelqu'un chez lui, détenteur d'un certificat d'enregistrement, inattaquable, sans jugement, sans procès. Vous arrivez, on vient chez vous, vous réveillez un matin parce qu'on veut vous régler les comptes, parce que c'est la vengeance. Allez, vous envoyez, sortez. Comme il n'a pas de, il n'a pas de police,
on vous sort dehors. Là, vous parlez de votre dossier de la maison. C'est ça la vengeance. Ça signifie que la loi n'était pas, n'était pas en bon terme, ce que vous voulez dire. Vous voyez, ces choses-là, il faut les... Parce que vous savez combien de gens on a mis en insécurité judiciaire, en insécurité foncière aujourd'hui, à cause de ce qui est arrivé. Tout le monde qui a son certificat d'enregistrement n'est plus protégé. Alors que le certificat d'enregistrement a pour but de protéger le foncier, le propriétaire foncier. Donc il est protégé par le certificat d'enregistrement. Quand on ne sait pas l'attaquer plus de 2 ans, il est inattaquable. Il est protégé. Aujourd'hui, tout le monde est mis à nu. C'est qu'on peut venir à tout moment, même si vous avez un certificat, ça ne dit rien. Pourquoi? L'esprit de vengeance. On veut venger. Mais alors, nous qui sommes là pour légiférer, nous voyons cet esprit de vengeance. Pourquoi vous parlez d'un esprit de vengeance? Ce n'est pas dire que dans les temps passés, il n'y a pas eu une très bonne gestion. Il faut au moins faire l'audit, contrôler qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses s'est réglées. Parce que de fois, on disait qu'on avait une justice pour l'effort. La mauvaise gestion, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, il y a un directeur de cabinet. Vous avez déjà vu la signature sur l'ordonnance présidentielle. Vous avez déjà vu la signature du président de la République sur un document. Certifié conforme directeur de cabinet. Donc quand le directeur de cabinet écrit, moi j'étais gouverneur, quand un directeur de cabinet du président de la République vous écrit, c'est le président qui vous écrit. Ok? Il engage le président de la République. Mais on a suivi les procès ici. Dans un véritable état de droit, ce qui s'est passé là, ça allait être autre chose. Si c'est la vraie justice. Là, vous voulez parler, si c'est le cas, le président est là que pour notifier à force de questions. Mais il y a un directeur de cabinet qui est là, qui groupie en prison. Mais il a engagé qui? Si on doit suivre les choses réellement, s'il y a une vraie justice, il doit s'appliquer. Donc, il y a à boire et à manger. Ici, une machine mise en place pour régler les comptes. Ça signifie... Une machine mise en place pour... Vous n'êtes pas content de cet état de droit qui est en train de s'établir au pays? Ça vous fait mal? Quel état de droit, cher ami? Pourquoi vous n'y croyez pas? L'état de vengeance, l'état de règlement des comptes. Quelqu'un peut même dire, peut aller loin pour dire l'état qui s'apparente. Ça peut s'appeler comment? Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez, on vous sort les affaires, on ne vous a pas notifié une décision de justice. Mais on a dit depuis Joseph Kabila, on avait déjà autorisé à Mokia de récupérer cette maison-là. Oh, cher ami, la vraie justice, nous avons tous les documents. En 2019, sous Félix Tshisekedi, 2019, Mokia a introduit une requête pour demander notre expulsion de nos parcelles auprès du tribunal au président du tribunal de grande instance. Les ordonnances de ce président-là, quand il agit par ordonnance, les ordonnances sont sans appel. C'est-à-dire que pour la même matière, vous ne pouvez pas revenir et introduire votre requête, le président accepté. Non. Mais le même président en 2019 a rejeté la requête de Mokia de demande d'expulsion, en disant par ordonnance que Mokia, les gens qui sont dans les parcelles là, ne sont pas concernés par votre dossier de l'IBC. Parce que les choses étaient déjà redevenues dans leur précis état. Le précis état, ça veut dire quoi en droit? C'est-à-dire que l'État qui est propriétaire du sol et du sous-sol avait déjà récupéré le terrain. Quand la Banque centrale, l'Union congolaise des banques est tombée en faillite, les choses sont rentrées au domaine public de l'État. Et c'est l'État qui désaffecte ma concession, qui désaffecte en faveur de M. Keller qui m'a vendu en 2010. Par arrêté publié au journal officiel. L'État, propriétaire du sol et du sous-sol. Comment vous justifiez? C'est par ordonnance que le président du tribunal de grande instance avait agi. Mokia revient avec la même requête. La conséquence était laquelle? C'est-à-dire, monsieur, sur la même matière, je me suis déjà prononcé. C'est ça le bon droit. Mais vous venez, vous prenez une autre ordonnance, c'est déjà anti-droit. Ça n'a rien à voir. C'est l'État voyou, en quelque sorte. Si on admet ça,
Alors, mais il faut qu'on corrige, il faut qu'il se rattrape pour corriger. alors vous êtes en continuité de démarche ou bien vous êtes arrêté Oui, laissé, nous avons montré toutes ces choses-là pour dire, dans un État qui se respecte, des choses comme ça ne peuvent pas se faire. Ça n'honore pas ni le président de la République, ni qui que ce soit, ni notre justice. C'est une honte. Et donc, si on peut faire ça vis-à-vis d'un député, à l'endroit d'un député, d'un honorable, mais que dire de la paisible population qui en souffre tous les jours ici? C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je disais que, parce que vous parlez du peuple, que le peuple conteste ce que nous sommes en train de faire, le peuple va dans la rue, c'est pourquoi j'ai évoqué, j'ai dit, c'est une population manipulée, une frange de la population. Ce n'est pas toute la population. Parce que quand ils ont marché ici, 5000 personnes, bon, à Nitouri, vous n'avez pas vu ça. Hein? À Kisangani, vous n'avez pas vu ça. Vous avez eu aussi à marcher vous n'avez pas ici. Vu ça. À Matadi, vous n'avez pas vu ça. À Boma, vous n'avez pas vu ça. À Kasumbalès, je peux dire où ça, à Sakagne, vous n'avez pas vu ça. Donc, il faut établir une différence entre les militants d'un parti et la population. Parce que nul n'a le monopole de la population. Chacun a sa population. Et donc, peut en faire ce qu'il veut. Mais il faut que notre peuple arrive à une maturité telle qu'il ne soit pas manipulable. De la recherche de la vérité. Donc, il faut aller vers un dirigeant qui vous dit la vérité. Pas un dirigeant qui détourne, mais qui accuse les autres. Pas un dirigeant qui diligente quelque chose pour liquider quelqu'un. J'ai fait ceci, pour cela. Non. Donc, ils ont quand même, beaucoup de gens vont à l'église pour rien. Hein? Ils sont pleins de la rancune, pleins de mensonges, pleins de corruption. Mais c'est vous qui êtes plus corrompus que tous les autres. Mais vous accusez les autres d'être corrompus. Bon, on a vu les élections présidentielles de 2018. Qu'est-ce qui a été plus contesté par la communauté internationale? Dis-moi. Même l'Union africaine avait plus contesté quoi? Ils dénonçaient quoi? Mais on parlait de lobbying de la Mouka. Fraude, corruption. Ils ont dit non, arrêtez. Ils ont dit à la Cour constitutionnelle d'arrêter de publier cette élection-là. Mais comment quelqu'un comme ça, vous quittez de ces choses-là, vous commencez à fustiger les élections des sénateurs? D'abord, c'est pourquoi la Bible dit, voyez d'abord ce qui est dans votre œil, avant de voir les autres. Bon, heureusement que les choses progressent. Maintenant, nous avons mis en place les mécanismes de lutte contre la corruption. Nous osons croire que cette corruption que nous dénonçons tous, qui est une gangrène, personne ne peut dire qu'il peut encourager la corruption. Alors, Alphonse Kwekesson, nous sommes presque à la fin. La population m'a demandé, surtout le peuple qui vous regarde en ce moment, qui regarde à ma télévision, m'a demandé de vous poser juste 2 petites questions avant qu'on puisse terminer. Est-ce que vous avez un problème personnel contre le chef de l'État? Moi, je n'ai pas un problème personnel contre le président. C'est mon président de la République. Pourquoi chaque fois vous vous attaquez à lui? Je ne m'attaque pas à lui, mais je donne mon point de vue. Il y a, par exemple, quand on l'a élu, j'ai soufflé champagne. Ce n'était pas pour flatter la population. Je ne suis pas flatteur. Je ne suis pas flatteur, moi. Moi, je donne mon point. C'est pourquoi j'ai des problèmes. Parce que je donne mon point de vue, j'exprime mon opinion en toute liberté. Je respecte la Constitution. Tout le monde voudrait que je dise non, tout va bien. Au moment où, par exemple, les gens ont souffert ici, on nous a fait les sauts de moutons qui devaient faire 3 mois. Mais le peuple a souffert pendant près de 2 ans. Hein? Quelle souffrance! À la Tchangou, là-bas, les gens ont marché à pied. Chaque jour, les gens font le pied. C'est un calvaire imposé. Mais quand je dis ça, il est contre. Non. Pour aider le président à mieux faire son travail, qu'on lui dise la vérité. Quand il fait bien des choses, je dis, bon, là, il a bien fait. Je le félicite même. Quand il fait des choses mal, monsieur le président, là, vous avez mal agi. On n'aime pas. Ça signifie parce que je suis Kassaïen, il faut que j'applaudisse tout. C'est mon frère. Non, la gestion étatique n'est pas comme ça. Moi, quand j'étais gouverneur, lui, le président, là, il m'a critiqué. J'ai plus de surnoms qui viennent, que les gens m'appellent. Non, on m'appelle qui c'est Cowboy. Qui m'a surnommé Cowboy? Petit Hitler. C'est toujours lui. Là, c'était bien.
Lui, il pouvait m'écrire. Mais maintenant, si je fais la même chose, je retourne la même chose chez lui, on veut me tuer. Vous ne pouvez Mais pas c'est pardonner quoi? en tant que chrétien? Moi, je suis Au chrétien. passé. Je vous dis que je le félicite quand il fait de bonnes choses. Et quand il fait les choses mauvaises, j'ai dit, Monsieur le Président, vous avez mal fait. Vous avez imposé un calvaire à la population pendant plusieurs années là-bas, quand vous avez fait ceci. Vous avez fait une bonne chose, Monsieur le Président. On vous a élu comme vice-président et vous serez président de l'Union africaine. Félicitations. Ah, moi, il flatte. Même quand je félicite, même, je flatte. Alors, que faire? Alors, justement, comment vos relations avec le frère du Kassai? Parce que, en vous suivant d'autres fois parler, vous êtes trop exclu dans des réunions. C'est comme si on ne voulait pas vous sentir. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mes maisons, on pille. On vit de tout le monde. On a pillé mes maisons en Bujumaï. Ici, chez mon petit frère, on vient piller la maison d'Engoy. On pille. On vient de m'éjecter de chez moi. Je suis détenteur. C'est lui qui occupe la maison, que j'ai vu occuper ma maison, que j'ai acheté avec l'argent de la sueur de mon front. Je suis un vieux amateur. Hein? Avec la sueur de mon front, c'est lui qui occupe cette maison. N'a pas de papier. Pourquoi il occupe ma maison? Tout simplement parce que, bon, non, il faut lui faire ceci, il faut l'humilier, il faut faire ceci, il faut... Mais moi, je suis fils de Dieu. Hein? La dernière question, est-ce que allez-vous un jour penser revenir diriger la province du Kassai oriental? Non, là, c'est exclu. Je ne peux pas, je suis déjà au niveau national. Vous envisagez être président? J'ai mes ambitions au niveau national. Je dépends de ce que ma famille politique va dire. Donc, nous sommes dans la famille politique, c'est la discipline. Si ma famille politique dit, oh, va ici, fais ceci, fais ceci, mais je n'accepterai pas que ma famille politique me dise, rentre diriger la province. 12 ans, c'est quand même un record. Personne n'a fait 5 ans, plus de 5 ans comme gouverneur. Bon, moi, j'ai fait 11 ans. Il faut 12 ans, il faut manager, hein, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire, au bout de quelques mois seulement, c'est des problèmes. Maintenant, là, c'est des problèmes chez nous. Merci à vous, Alphonse Kwikasonji. Je rappelle, vous êtes député national et ex-gouverneur de la province du Kassai oriental. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, cher ami. Alors, vous avez tellement cherché le député Alphonse Kwikasonji. Il a répondu à toutes vos questions. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo dans ce plateau spécial Carte sur table. C'est sur Amen Télévision. On se voit la semaine prochaine avec un nouveau invité. Merci, au revoir. Merci.